Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Pulsation consacré ce mois-ci à la marche. Pour la plupart d'entre nous, la marche n'est pas un acte réfléchi. Pourtant, elle est une mécanique complexe qui ne repose pas seulement sur nos jambes et nos pieds. La marche est aussi une histoire de tête, un équilibre fragile qui suit toute notre histoire, depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. La marche est pratique, bien sûr, indispensable, mais elle sait aussi être sportive, élégante et d'une précision extrême dans certains cas. La marche, si on, du point de vue mécanique, finalement, c'est un mouvement répétitif où on alterne une phase d'appui avec une phase oscillante. Et par rapport pour la distinguer de la course, il y a toujours un pied au moins qui est en contact avec le sol. Personne ne marche à sa naissance. Impensable, inimaginable après quelques jours ou quelques semaines, tous les bébés se sentent capables de marcher qu'après de longs mois, 10 pour les plus précoces et même 20 pour les plus lents. L'acquisition de la marche pour un bébé, c'est toute une série d'étapes. La première étape, c'est le contrôle de la tête, du tronc, du bassin, puis de la position debout. Et une fois que cette position debout est acquise, vers l'âge de 9 mois, après il faut apprendre à se déplacer, c'est-à-dire avoir une série de mouvements réflexes, alternatifs, identiques à gauche et à droite, en préservant son équilibre. Et c'est un apprentissage difficile. Au début, les enfants marchent plutôt avec les jambes écartées, ça agrandit leur périmètre au sol, ils ont plus d'équilibre, ils marchent aussi en flexion. Donc, ils sont plus bas de leur point de gravité et comme ça, ils tombent aussi sans se faire mal. Et au début, un bébé ne peut pas s'arrêter sans appui. Ou il tombe, ou il doit s'appuyer. Par la suite, la marche s'élabore et va acquérir progressivement les caractéristiques adultes, au minimum vers l'âge de 6 ans et jusqu'à vers l'âge de 10 ans. Un enfant qui, après 20 mois, ne marche pas doit être suivi. Une attention qui permettra de détecter dans certains cas des troubles souvent éloignés de l'appareil locomoteur. Un enfant qui ne marche pas ou qui marche mal peut souffrir d'une altération neurologique, d'une maladie progressive ou d'un trouble majeur de la vue. Donc on voit, elle est très élastique. Hein? Et les bébés qui sont élastiques, ils ont une résistance musculaire ou une force peut-être qui n'est pas très grande. Ouais. Donc un enfant va toujours marcher comme il se fatigue le moins. Ce mois-ci, Pulsation nous emmène ici, dans ce laboratoire unique en Suisse romande. Nous sommes au laboratoire de cinésiologie aux hôpitaux universitaires de Genève. D'ici, nous allons comprendre comment nous marchons, à quoi servent nos jambes, nos pieds, nos muscles et surtout notre cerveau qui pilote chacun de nos pas. Le cœur du système pour analyser la marche dans ce laboratoire, c'est un système optoélectronique avec 12 caméras. Donc on met des petits marqueurs réfléchissants au niveau des articulations ou aux points qui nous intéressent sur la personne. La personne bouge, les caméras voient uniquement ces petites boules et on peut reconstruire avec une précision supérieure à 1 mm la position de ces marqueurs en 3 dimensions. Alors là, toi, il y a 12 caméras qui sont en train de te filmer, la 12 que tu vois autour de toi. Du moment qu'il y a 2 caméras qui voient le même point, on peut reconstruire en 3 dimensions. Et là, hop, on a tous les petits points en 3 dimensions. Donc là, c'est la même technique qu'utilisée dans Avatar pour voir le mouvement en 3 dimensions. Oui, mais il y avait beaucoup plus de boules, je pense. Alors, eux, ce qu'ils font après, ils mettent un dessin dessus, sur les petites boules. Et on ne voit plus les petites boules, on voit que le dessin. Pour toute pathologie fonctionnelle de la marche, le laboratoire de marche est utile. C'est-à-dire dès qu'il y a une composante neurologique, et principalement. Quand il y a une composante qui est purement morphologique, par exemple, un enfant qui marche en dedans parce qu'il a le col du fémur qui est mal dirigé, à ce moment-là, c'est un problème simple. Il y a un élément, c'est le col du fémur. Il y a une conséquence, c'est la marche en dedans. Si cette déformation est importante et gênante, on corrige la cause et on a un bon résultat. Il n'y a pas besoin de faire un laboratoire de marche. La majorité, c'est des troubles fonctionnels, neurologiques, où la cause est un peu plus compliquée, un peu plus difficile à établir. Et avec l'examen de marche, on a une beaucoup plus grande précision sur la fonction, la force, la morphologie, et ça aide à prendre des décisions thérapeutiques. Chute ou accident, nos déplacements sont parfois victimes de coups d'arrêt. Temporaires la plupart du temps, ces périodes de vie difficiles nous immobilisent parfois et nous imposent une rééducation stricte et obligatoire. À certains moments de notre vie, nous sommes donc contraints de réapprendre à marcher. Ce qui était naturel jusqu'alors devient un effort
et même, dans certains cas, un incroyable défi. Chez la personne adulte, les traumatismes qui aboutissent le plus souvent à des lésions et des perturbations de la marche sont les traumatismes articulaires. Ces traumatismes touchent les articulations. Les articulations sont faites de cartilage et d'os, et toute fracture dans cette zone aura des conséquences plus ou moins définitives sur la fonction articulaire et donc sur la fonction de la marche. Dans notre pratique de la traumatologie, nous sommes parfois confrontés à des situations particulièrement délicates où des patients ont subi des accidents à très haute énergie. Ces patients se présentent avec une partie de leur membre inférieur qui ne peut pas être sauvée. Nous avons alors deux situations assez différentes. Celle des patients chez qui nous sommes contraints à faire une amputation transtibiale, à savoir en dessous du genou, et ceux pour qui nous devons faire une amputation transfémorale, à savoir au-dessus du genou. Ces deux groupes de patients auront des issues assez différentes puisque les patients qui auront leur genou préservé, leur genou naturel, auront une marche beaucoup plus fluide, une facilité de réadaptation aussi qui sera nettement meilleure et une consommation d'énergie à la marche qui sera nettement plus faible que les patients qui, ma foi, auront perdu leur genou, auront un genou synthétique, artificiel, et qui auront une consommation d'énergie à la marche beaucoup plus importante, plus de difficultés aussi à l'appareillage, et bien entendu, plus de difficultés dans la fluidité et dans l'élégance de la marche. J'ai perdu les jambes en passant sous un train. Le train partait, j'ai voulu le prendre en marche, et j'ai glissé dessous. C'est curieux, je pensais avoir les deux jambes coupées au même niveau, en fait. Donc j'avais quelque part, j'avais déjà assimilé qu'il y avait quelque chose de très grave qui m'était arrivé et que donc c'était presque une bonne nouvelle de savoir que j'avais encore un genou. Bon, c'était toute une série d'opérations, j'ai eu une vingtaine d'anesthésies générales qui ont suivi, il y a eu des complications, des réopérations. Donc à chaque fois, c'était des petits progrès, tout petits, ça a duré plusieurs mois, mais à chaque fois, c'était de prendre chaque chose qui arrivait l'une après l'autre. Bon, franchement, au moment où j'ai eu mon accident et dans les mois qui ont suivi, je ne pensais jamais refaire de la montagne. Je pensais aller à la plage. Oui, je me disais que je serais au bord de mer. Moi, j'adorais la montagne déjà, mais je croyais que je ne pourrais plus en faire. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai repris le goût à faire, mais à chaque fois, des tout petits dénivelés. Et puis, petit à petit, j'ai augmenté. Puis, finalement, voilà, je suis arrivé à la fin à aller sur des glaciers, à monter à l'Étendard, à monter au Mont Blanc, vers Argentière aussi, faire des pics par là-bas. Donc, etc. De fil en aiguille, comme ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment... je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais que les limites sont assez loin quand même. Chez les enfants comme chez les adultes, la physiothérapie est très importante pour le travail sur l'équilibre et le réentraînement à la marche. En physiothérapie, nous proposons différents types de traitements en fonction de la pathologie que présentent les patients et de ses capacités. À savoir que si le patient présente un problème orthopédique, une lésion articulaire, osseuse, musculaire, ou s'il a un problème neurologique suite à une atteinte du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs périphériques, donc nous n'aurons pas les mêmes déficits et donc l'approche sera quelque peu différente. Dans certains cas, on utilise aussi des moyens plus sophistiqués, comme un robot d'assistance à la marche, qui permet au patient, alors qu'il n'a pas encore les capacités de marcher au sol, qui va lui permettre de réaliser un grand nombre de pas de façon aidée et assistée. Et puis au fur et à mesure, on va demander au patient de participer de plus en plus en fonction de ses capacités, jusqu'à un moment arrêter le traitement sur le robot et passer à un traitement plus conventionnel au sol. Les troubles de l'appareil locomoteur sont bien sûr souvent responsables des troubles de la marche et de la position debout. Mais l'équilibre de la marche peut être perturbé par de nombreux facteurs neurologiques chez l'adulte et notamment chez la personne âgée. C'est un problème de marcher. L'autre jour, mes petits-enfants sont venus me chercher, mais j'ai dit, écoutez, ils marchaient à côté de moi, j'ai dit, regardez un peu, c'est le trottoir, ils sont tout tordus, si on ne regarde pas, on tombe. Moi, tous les coups, je suis tombée une douzaine de fois. Donc, une fois qu'on a écarté une atteinte orthopédique, cardiovasculaire ou respiratoire, on va interroger le patient sur sa plainte, quand a commencé son trouble de la marche, comment il se manifeste, s'il induit des chutes ou pas, c'est important la chute. Et ensuite, on va passer à l'examen neurologique à proprement parler, qui est l'examen clé en fait, qui permet de dépister d'où vient le problème.
on va d'abord examiner le sujet quand il marche et qu'il ne fait rien d'autre que marcher. Alors souvent, pour nous aider, on les chronomètre sur une distance bien définie, ce qui nous permet d'estimer la capacité qu'a le sujet de parcourir une distance dans un certain temps. C'est aussi très important pour le suivi. Après, on a développé une autre façon d'évaluer la marche, qui est la marche imaginée. Cette marche imaginée est précieuse parce qu'elle nous renseigne sur l'estimation qu'a le sujet de ses propres capacités. C'est parti. Et on s'est aperçu que quand on observe un grand décalage entre la capacité de faire la marche et de l'imaginer, les sujets sont des sujets à risque de chute. Et enfin, on s'est beaucoup intéressé à la marche en condition de double tâche, où en fait on demande au sujet de marcher et de faire une autre tâche en même temps, qui peut être une tâche de compter. Pour tout un chacun, il n'y a aucun problème pour marcher et parler en même temps. Seulement chez notre population qui a un déficit, on s'aperçoit que les mettre dans ces conditions de double tâche est comme si on leur induisait un obstacle. L'exercice physique est certainement une des méthodes les plus efficaces pour la prévention de la chute. Les études les plus récentes montrent qu'avec l'exercice physique, qu'il soit déployé par un physiothérapeute ou dans le cadre d'activités de groupe, réduit d'environ 20% le risque de tomber. Je crois que le principe de la rythmique Jacques Dalcroze, qui travaille sur l'exécution de tâches, notamment avec les membres supérieurs, alors que le sujet est engagé dans un mouvement au rythme de la musique, ce travail multitâche est très bénéfique et on a montré que précisément, il augmentait la capacité à faire deux tâches simultanées, donc la marche et une tâche cognitive, et que ce bénéfice-là était associé à une réduction de l'ordre de 50% du risque de chute. Le cours est réputé pour faire du bien aussi bien à la tête qu'à l'équilibre, et donc là je suis en forme, mais j'aimerais bien garder ma forme, donc j'espère que ce cours m'aidera. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes médicaux, mais ça m'a aidé. Je trouve que ça permet de garder un équilibre et puis une facilité à se mouvoir. Jusqu'ici, c'était un plaisir sans nuage, enfin c'est extraordinaire, j'ai fait beaucoup de musique, mais je venais me défouler encore en plus dans ces leçons de rythmique qui sont extraordinaires parce que ça vous donne une aisance pour tout, ça nous aide à communiquer et puis ça aide aussi beaucoup à garder la coordination entre les mains, les pieds, la tête doit commander, et tout ça doit s'accorder et marcher ensemble. J'adorais ça et puis voilà qu'il y a une année, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les jambes, je commençais à manquer d'équilibre. Alors la leçon de rythmique est devenue pour moi une leçon de physiothérapie en musique avec plaisir. Disons, c'est encore une séance que je peux faire en plus pour soigner justement cette nouvelle maladie, cette affection que j'ai. Et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que ça m'apporte énormément, ça me fortifie mon équilibre, enfin c'est bon à tout point de vue. La dernière minute de ce magazine Pulsation, maintenant, avec ses 3 infos pratiques. Pulsation, vous le savez, est aussi un magazine papier à découvrir dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, que vous retrouvez d'ailleurs et désormais sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, sur les sites d'hébergement, YouTube et Dailymotion, comme sur Internet et sur iPhone et smartphone.